Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 8 octobre et à la une de ce journal, l'enquête de l'INSEE sur les villages de Mayotte. Des conditions de vie aussi difficiles qu'elles ne l'étaient il y a 7 ans. C'est le constat que dressait ce matin le dernier rapport de l'Institut national de statistique concernant les conditions de vie au sein des villages mahorais. L'accès à l'eau courante, au logement en dur, à l'électricité ou encore le taux d'emploi ont été choisis comme indicateurs clés de l'étude. Alors quelles sont exactement les évolutions constatées? Quels sont les villages les plus favorisés ou au contraire ceux qui connaissent le plus de difficultés? Un reportage signé Marion Tellier. Maison en tôle, pas d'accès à l'eau courante, au confort sanitaire minimum, à l'électricité ou encore à l'emploi. Des indicateurs de plus en plus observés au sein de nombreux villages de l'île. Sur la totalité des 72 villages que compte Mayotte, 37 sont confrontés à la précarité. Il s'agit de surcroît des villages qui concentrent le plus grand nombre d'habitants, avec plus de 67% de la population. Pour son étude, l'INSEE a choisi de répartir la totalité de ces villages en 4 groupes selon les difficultés rencontrées. L'objectif, dresser le constat des disparités d'un village à l'autre. Il existe beaucoup de disparités à l'intérieur même des villages. Le plus bel exemple, ce sont les maisons en tôle. 80% des logements sont en tôle à Amuro dans la commune de Mandrélé. A l'inverse, il n'y a pratiquement aucune maison en tôle dans le village de Mbouatnatsa, dans la commune de Bouéni. Si en moyenne les conditions de vie au sein des villages de l'île connaissent une certaine stagnation depuis 2012, des évolutions restent toutefois à noter. En effet, entre les villages les plus défavorisés, majoritairement situés à l'est de l'île, et les villages aux conditions de vie les plus favorables, à l'ouest, l'écart semble se creuser. Il y a 2 groupes particuliers, le groupe qui est le plus défavorisé et celui le plus favorisé, qui ont connu des trajectoires opposées. Dans les 16 villages composant le plus groupe défavorisé, les indicateurs sont à la baisse. Moins de logements en tôle, plus de logements en tôle, moins d'emplois. À l'inverse, dans le groupe le plus favorisé, on voit que ça s'améliore. Et on est même dans des questions nouvelles de climatisation, d'automobile, qui équipent plus largement la population de ces ménages favorisés. Ces villages favorisés sont au nombre de 10 et concentrent près de 15 600 habitants, soit seulement 6% de la population. Clim ou encore voiture y sont présents pour près de la moitié des ménages. Un contraste frappant qui permettra dès à présent de fournir des données fondamentales aux politiques publiques et un enjeu de taille pour les communes et intercommunalités. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, qui est rédactrice en chef adjointe chargée de la politique et de l'environnement pour le France Mayotte Matin, notre quotidien sur Coésie. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette nouvelle enquête? On a écrit dans France Mayotte Matin, justement, lundi, cette enquête qui à la base était basée sur 2012. Là, les chiffres ont évolué, on a celle de 2017. On se basait, comme on l'a expliqué, sur notamment l'emploi à Mayotte et les personnes employées. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui, 5 ans plus tard finalement? Alors, donc l'étude de 2012 et l'étude de 2018 s'appuient sur 3 études conduites très régulièrement par l'INSEE, c'est-à-dire le recensement, puis l'enquête logement sur les conditions, la qualité des hébergements, et puis enfin l'enquête emploi. Donc c'est vrai que l'enquête emploi et puis l'enquête logement sont sortis assez récemment et qu'on s'est prêté dans France Mayotte Matin à l'exercice prospectif de à quoi pourrait ressembler cette enquête. Et on disait justement que les villages pour lesquels la population avait le plus augmenté entre 2012 et 2018, c'était Bandrabois et Dembéni, et que la part de l'immigration clandestine, en tout cas recensée par l'INSEE, était très importante pour ces 2 villages et qu'on se demandait si les villages de ces 2 communes allaient rester dans le groupe 1 ou dans le groupe 2 comme ils l'étaient en 2012. Et force est de constater... Alors groupe 1 et groupe 2 peut-être pour préciser? Oui, ce sont les 2 groupes de villages qui ont les conditions de vie les plus favorables selon l'INSEE. Voilà. Donc les villages de Bandrabois et de Dembéni sont globalement sortis des groupes de villages dans lesquels on vit le mieux à Mayotte. Donc il y a un lien qui est évident entre effectivement l'augmentation des personnes issues de l'immigration dans ces villages et des conditions de vie qui sont de plus en plus précaires.
Exactement, puisque ce sont des personnes qui ont plus de mal à se loger, donc qui développent l'habitat en tôle et ayant un statut vis-à-vis des papiers précaires, ce sont aussi celles et ceux qui ont le plus de difficultés à avoir accès à l'emploi. Donc forcément, ils concentrent des pauvretés et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'entre 2012 et 2018, il y a beaucoup plus de villages à Mayotte dont la part d'habitat en tôle dépasse les 50%. Et se retrouvent tous en petite terre ou à proximité immédiate des villages de Mamoudzou. Et parfois même dans des zones comme les zones à l'ouest, notamment Petite Terre, qui est effectivement dans une zone plutôt à l'ouest, donc où les conditions sont plus favorables, mais avec des particularités, avec notamment, on le sait, la vigie Oui. qui effectivement augmente ces chiffres de précarité. Oui, et on voit également, et ça c'est assez visible dans l'étude de 2018, que les villages pauvres sont plus pauvres qu'en 2012 et que les villages où les conditions de vie sont plus favorables, les conditions s'améliorent entre les deux études. En 2012, le groupe numéro 1 regroupait, donc celui qui présente les meilleures conditions de vie, regroupait 23 villages et représentait à peu près 25% de la population. Aujourd'hui, ce sont deux groupes qui pourraient rentrer dans l'ancien groupe 1, si je puis dire, et ils représenteraient à peu près, si mes calculs sont exacts, près de 38% de la population. Mais ils en ont extrait 10, choisi 10, parmi lesquels les conditions de vie sont particulièrement favorables. On retient aussi ça, c'est cette inégalité qu'il existe entre les villages, une égalité, vous l'avez dit, qui se creuse de plus en plus. Et ça, forcément, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans les politiques publiques à venir. Oui, surtout que l'enquête de l'INSEE ne le faisait pas en 2012 et ne le fait pas plus en 2018, c'est qu'elle ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres qui, de mon point de vue, sont indispensables pour mesurer les conditions de vie agréables ou non dans un village. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, les conditions d'éducation des enfants dans les écoles. Donc ça veut dire la propreté, l'entretien des bâtis scolaires, mais également la sécurité aux abords et dans les écoles. Je pense également à la problématique du déplacement. Il est aujourd'hui plus difficile de vivre à Bouéni que de vivre à Combani, juste sur la question du déplacement, puisqu'on met moins de temps pour venir à Mamoudzou, forcément, et que l'emploi reste extrêmement concentré dans le bassin autour et proche de Mamoudzou. Donc ça, ce sont des éléments qui, pour moi, permettent de mesurer le côté agréable ou difficile de vie dans les communes. Avec la culture, notamment, effectivement, l'offre aussi culturelle qui effectivement est souvent relativement pauvre dans les villages du fait du manque d'infrastructures, notamment. Il est effectivement plus agréable aujourd'hui de vivre à Chiconi, qui a une programmation culturelle très importante, que dans d'autres villages pour lesquels les maires font moins d'efforts. Et c'est vrai qu'à 6 mois des élections, ça aurait été assez intéressant de pouvoir intégrer dans cette étude des éléments directs de mesure de l'efficacité des politiques publiques de nos 17 maires. Justement, c'est ma prochaine question. On imagine qu'à l'aube des élections municipales de 2020, ce sont des chiffres qui vont compter dans la campagne parce que les uns les autres, qu'ils soient candidats ou qu'ils soient effectivement maires sortants et candidats à leur propre réélection, vont devoir prendre en considération ces chiffres et éventuellement adapter leur futur programme par rapport à ça. Il est évident que l'évolution du nombre de personnes, notamment issues de l'immigration présentes dans les villages, va avoir une incidence toute particulière dans les choix politiques et stratégiques que va faire le maire. Il n'y a pas, à ma connaissance, un seul village de Mayotte à l'intérieur duquel le nombre de populations d'origine étrangère a diminué entre les deux évaluations. Donc forcément, dans le corps électoral, il y a plus d'électeurs qu'auparavant qui ont des origines étrangères, c'est-à-dire des enfants nés en France, dont les parents ne sont pas français et qui forcément attendent de la part de leur mère certains éléments ou certains axes politiques les concernant plus particulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de logements sociaux, ça veut dire aussi effectivement, on le sait, ces problématiques d'accès à l'eau, d'assainissement, ça va vraiment entrer et être au cœur de cette campagne. Est-ce que ce n'est pas positif finalement ?
Alors vous avez cet aspect-là, plus d'assainissement, plus d'eau. Alors l'assainissement ne dépend pas aujourd'hui des maires, mais sur l'accès à l'eau, il y a des décisions qui sont prises par les maires. Je pense à la pose des bornes fontaines, qui pose beaucoup de problèmes dans de nombreux villages, parce que les maires, aussi, ça fait polémique, mais vous avez aussi d'autres villages, d'autres communes qui ont choisi une toute autre politique, qui est celle de l'éradication de l'habitat insalubre. Donc ça casse, je dirais presque à tour de bras, dans certaines communes, je pense à Chirongui par exemple, je pense à Bandrélé, je pense avec les opérations de flagrance. Exactement. Qui sont démultipliées. Mais du coup, ça a une incidence aussi directe sur la politique publique qui est mise en œuvre et qui est peu favorable ou peu conciliante avec l'immigration clandestine ou avec les marchands de sommeil et ou avec la volonté un peu délibérée de tirer les villages, vers le bas, en quelque sorte. Est-ce qu'on a quand même, pour conclure, des choses positives qui ressortent de cette étude, selon vous, ou pas forcément, où on est plutôt sur une étude où on se dit ça ne s'améliore pas vraiment dans les villages, au contraire, les inégalités se creusent et on a de plus en plus effectivement de précarité dans des villages qui, à une époque, n'étaient pas forcément soumis à autant de misère? Alors, les côtés positifs, je pense qu'il faut retirer. Alors, je ne sais pas si c'est de l'étude vraiment sur la physionomie des villages, mais que de manière globale, quand les gens ont plus d'argent, ils investissent de manière très concrète dans les conditions de vie, dans leur logement. Donc tous ceux qui travaillent un peu plus, qui ont plus accès au marché de l'emploi, il va y avoir un lien assez direct entre emploi et amélioration de l'habitat et de la maison. Donc forcément, quand en 2012 on mettait 23 villages dans un groupe de conditions de vie très agréables, aujourd'hui il y en a 10. Ce qui veut dire que ces 10-là ont des conditions de vie bien supérieures et se rapprochent des standards métropolitains. Ça, c'est une très bonne chose, puisque les politiques publiques, elles doivent emmener vers la convergence et ne doivent pas contribuer, de mon point de vue, à lisser vers le bas. On ne peut pas se satisfaire de 39%, puisque c'est le chiffre, de cases en tôle sur les 63 000 logements que compte Mayotte aujourd'hui. C'est pas une donnée satisfaisante. Merci beaucoup Anne-Constance d'avoir accepté d'analyser finalement ces chiffres qui étaient attendus et qui sont tombés ce matin. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, un hommage national a été rendu suite au meurtre de 4 policiers à la préfecture de police de Paris. Cet attentat commis par un ancien policier converti à l'islam aura eu le don de raviver les amalgames que font certains entre foi musulmane et islamisme radical. Le gouvernement envisage ainsi de prendre des mesures pour savoir si un fonctionnaire est radicalisé. Pour Daniel Zaïdani, l'État devrait plutôt exercer un contrôle plus strict sur l'enseignement des religions en France. Écoutons plutôt le conseiller départemental de Pamandzi au micro de Patrick Mian. Au final, il n'y a pas d'opposition entre les religions et nous vivons dans notre société sans aucune difficulté en étant musulmans. C'est clair. Mais pour autant, en métropole, je n'ai pas l'impression que les choses se passent de la même manière. Il est vrai aussi que je crois que la vraie question qui se pose lorsqu'on a tendance à parler de radicalisation, c'est que l'État aujourd'hui, je trouve qu'elle n'a pas la maîtrise de la religion sur le territoire. Par exemple, à Mayotte, nous connaissons parfaitement qui sont nos maîtres coraniques, quel type d'enseignement ils pratiquent, etc. Mais en métropole, j'ai le sentiment, par contre, que la religion musulmane, elle est très variée. L'apprentissage n'est pas cadré ou déterminé. Et de la même manière, je crois qu'il faut aussi savoir lever des tabous. Quand je dis lever des tabous, je pense notamment à l'accompagnement des organismes musulmans sur le territoire national. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une nouvelle opération du CODAF ou encore le bilan d'activité du financier au conseil départemental. Au montage, Leslie Vumenet. Dans le cadre du plan d'action décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF, des actions de contrôle visant des activités professionnelles de loisirs et promenades en mer ont eu lieu le mercredi 2 octobre dans le lagon de Mayotte. Au cours de cette opération coordonnée entre les services de l'unité littorale des affaires maritimes et les services de la DIECT,
4 navires ont été contrôlés, 2 bateaux de plongée, un prestataire de tourisme et une barque de pêche. Plusieurs situations de travail dissimulées et des situations de danger ont été constatées et donneront lieu à des poursuites. L'unité littorale des affaires maritimes, omniprésente sur le lagon de Mayotte, a pour mission d'assurer la sécurité des plaisanciers et plus largement le contrôle des navires embarquant des passagers pour une journée de découverte du lagon, mais également participe activement à la lutte contre le travail illégal en mer en coopération avec les services de la DIECT. Ces opérations de contrôle en mer sont amenées à se poursuivre, indique la préfecture. Le conseil départemental de Mayotte vient de publier son rapport d'activité et rapport financier 2018, l'occasion de faire un bilan des réalisations, de l'avancement des chantiers et des projets à venir de la collectivité. Le président Swabadine Ibrahim Ramadani souligne l'ampleur du travail accompli en vue d'améliorer la qualité du service public et d'avancer pour notre territoire. Ce rapport propose notamment un aperçu de Mayotte en quelques chiffres. Il rappelle également le fonctionnement de l'Assemblée des élus départementaux, met à disposition un organigramme et met en avant les grandes politiques publiques, parmi lesquelles le développement économique et l'innovation, la formation, l'aménagement du territoire, le développement durable, la solidarité, le sport, la culture ou encore l'Europe. Le document rappelle par ailleurs qu'au 31 décembre 2018, le résultat de clôture de l'exercice était excédentaire de 62 millions d'euros sur le budget principal, avec des recettes qui s'établissent à 318 millions d'euros et des dépenses à 257 millions. Depuis le 16 octobre 2017, l'école de formation Air Austral propose une formation au métier d'hôtesse de l'air et stewards. Le centre de formation vient de recevoir officiellement l'agrément de la Direction générale de l'aviation civile pour l'examen pratique du Cabin Crew Attestation. Grâce à l'obtention de cet agrément, désormais l'examen se déroulera entièrement à La Réunion, dans les locaux d'Air Austral et non plus à Paris pour l'examen pratique. La compagnie assure qu'il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les Iliens de l'océan Indien qui pourront désormais accéder à la formation de personnels navigants commerciaux plus facilement. Avec cet agrément, Air Austral devient le premier centre d'examen en Outre-mer, le premier dans l'océan Indien et le 4e en France. En effet, les autres centres de formation dans la zone comme à Maurice ne possèdent pas la même réglementation. Lancé par le parc naturel marin, le dispositif Les Petits Fundis du Lagon connaît un franc succès depuis sa création en 2012. Chaque année, une trentaine de projets de découverte du milieu marin impliquant les jeunes sont sélectionnés. De la sortie découverte en bateau au sentier sous-marin, certains projets ont eu un impact important sur le territoire. Le parc naturel marin vient de publier son bilan des actions menées durant la période 2018-2019. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Depuis 2012, le parc naturel marin sensibilise les jeunes de 6 à 18 ans sur le lagon de Mayotte. C'est avec ce projet que le parc marin arrive à sensibiliser chaque année près de 2000 élèves. Pour y arriver, le parc fait appel à plusieurs porteurs de projets dans le but de pouvoir proposer des activités différentes à ces jeunes. Ce sont les porteurs de projets qui nous proposent leurs projets, qui sont en relation avec la protection du lagon. Et nous qui les aidons, on leur accompagne, on leur apporte un soutien humain, un soutien financier, un soutien technique éventuellement pour mener à bien leurs projets. Donc les projets peuvent être très variés, très différents selon le porteur de projet. Des projets plus différents les uns que les autres, mais avec toujours le même thème, sensibiliser les jeunes sur le lagon. C'est ainsi qu'a pu être créé le sentier sous-marin de Msangafanou, ou organisé en 2015 par les professeurs du collège de Bandrélé, des activités physiques en lien avec le lagon pour développer une prise de conscience de la part des élèves. Cette initiative a beaucoup motivé les porteurs de projets, au point que le parc naturel a dû, au fil des années, refuser des candidatures. On est un petit peu victime de notre succès sur cet appel à projet, puisque le soutien qu'on peut apporter peut être assez important au niveau financier, assez conséquent aussi au niveau des interventions qu'on propose en classe et sur le terrain sur des thématiques bien précises. Et on est un petit peu victime du succès de cet appel à projet. Et on n'a pas étendu nos effectifs et nos moyens financiers pour aller plus loin dans le traitement de ces dossiers. Du coup, on est obligé d'avoir des critères de sélection un peu plus rigoureux, un peu plus stricts que ce qu'on avait au début de ce travail. Des critères de sélection qui permettent de proposer des activités de qualité à ces enfants. Cette année, ce sont 37 projets qui ont été retenus, qui ont permis de sensibiliser plus de 2000 élèves. Plusieurs projets ambitieux qui ne pourront pas être traités par le parc cette année sont tout de même dans les tiroirs, comme un nouveau sentier sous-marin, une ferme corallienne ou la mise en place d'aires marines éducatives.
Et la rentrée scolaire a débuté il y a un mois et le marché des transports scolaires revient sur le devant de la scène. En effet, depuis le 1er août 2018, le marché démarré en 2015 aurait dû prendre fin. Mais après plusieurs annulations de la nouvelle procédure de passation du marché, la situation est au point mort. Le département a donc signé des avenants avec les différents titulaires du marché actuel pour assurer une continuité de service public. Mise en cause car accusée de tirer profit de la situation actuelle, la société Matisse a décidé de réagir par le biais de sa directrice. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis le 1er août 2018, le marché actuel des transports scolaires devrait avoir pris fin. Mais après 2 recours devant la justice par des transporteurs réunionnais, les procédures lancées par le département ont toutes été annulées par le tribunal administratif. Les titulaires du marché 2015-2018 sont donc renouvelés dans leur mission par un avenant d'1 an. Illégal pour certains transporteurs qui ont décidé de saisir le tribunal pour faire annuler ce contrat qui, selon eux, favorise la société Matisse. Jusque-là, nous ne sommes pas exprimés, tout simplement parce que, comme on l'a dit en préambule, une situation particulièrement sensible en ce moment, qui impose quand même un devoir de réserve. Aujourd'hui, trop c'est trop, parce qu'il y a des attaques incessantes contre la société Matisse. Il faut savoir, comme je l'ai rappelé, Matisse n'est pas seul acteur sur ce réseau. Il y a d'autres transporteurs et nous ne sommes pas seuls responsables de la situation actuelle telle qu'elle est décrite, telle qu'elle est véhiculée en partie dans la presse et telles que sont rapportées par monsieur Aziari, qui consiste à dire que Matisse est à l'origine de la difficulté financière d'une partie, du moins des transporteurs. Non, on rétablit les choses. Matisse est un acteur parmi tant d'autres. Plusieurs transporteurs sous-traitants de Matisse assurent travailler à perte depuis 4 ans et seraient en passe de mettre la clé sous la porte. Pour la directrice de la société de transport, les difficultés financières des transporteurs sont avant tout liées à la grève générale de 2018. En 2018, il y a eu des interruptions de service. C'était assez inédit dans le monde du transport scolaire. Il y a eu 2 mois où les transporteurs n'ont pas transporté, n'ont pas circulé, où les élèves n'ont pas été ramassés. Il y a eu une grève. Le préambule de cette grève, c'était un caillassage, une situation compliquée sur le terrain, qui a mené à un droit de retrait, qui a ensuite été relayé par un appel à la grève. De cette situation-là, on en tire une situation fragilisée des entreprises qui n'ont pas travaillé pendant 2 mois. Il y a eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et toutes les entreprises en ont subi, en ont pâti de cette grève. Y compris vous ? Y compris Matisse. Y compris Matisse, que ce soit... disons-le, les titulaires du marché, les sous-traitants ou les entreprises qui évoluent au quotidien, cette grève a laissé des traces. Autre problématique qui réunit l'ensemble des transporteurs, l'insécurité. Entre caillassage, violence, dans ou à proximité des bus, tous les professionnels du transport doivent faire face à des situations difficiles. Néanmoins, Matisse, qui est à la fois exploitant et gestionnaire dans ce marché, travaille afin d'améliorer la sécurité de tous. Nous ne subissons pas seuls tous les actes d'incivilité. C'est l'ensemble des entreprises qui le subissent. Pour ce qui concerne les caillassages, il y a un gros travail qui a été fait en partenariat avec les forces de l'ordre, avec lesquelles nous avons signé des conventions, de manière à avoir une sécurisation du réseau aux abords des établissements, aux points d'arrêt sensibles. Donc ça, c'est un premier travail qui est fait en amont. Il y a aussi un travail de fond qui est fait au quotidien par le personnel de terrain, que ce soit les médiateurs. On a aussi des dispositifs mis en place qui impliquent les parents dans le fonctionnement du ramassage. On a ce qu'on appelle par exemple les parents relais, des parents bénévoles qui viennent aux abords et compléter l'action des médiateurs, puisque c'est eux qui connaissent le plus le réseau. Donc aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour limiter en tout cas la recrudescence des actes d'incivilité sur le réseau. Le conseil départemental assure travailler actuellement au lancement d'une nouvelle procédure de passation du marché. Néanmoins, aucun calendrier n'est fixé. En attendant, tous les transporteurs vont donc devoir continuer avec cet avenant, à moins que les juges décident de l'annuler, auquel cas l'État pourrait réquisitionner des transporteurs pour assurer l'acheminement des élèves dans leurs établissements scolaires. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.